Venu ce soir. Il y en a qui se posent la question pourquoi que c'est ici plutôt qu'à Montauban-les-Mines. C'est parce qu'on a une présentation des rapports financiers. C'était plus facile de faire ça ici qu'à Montauban-les-Mines. La prochaine rencontre sera, la prochaine séance sera à Montauban-les-Mines. Donc, on va commencer avec l'ouverture de l'Assemblée, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au poste 1.3, pas au poste, mais au point 1.3, adoption. Ça fait drôle, hein? Adoption du procès verbal du 11 avril 2024. C'est pas sûr qu'il y ait deux micros ensemble. 1.4, dépôt du bordereau de correspondance avril 2024. 2.1, adoption du rapport financier 2023 et rapport de l'auditeur indépendant Raymond Chabot, Grant Thornton. 2.2, autorisation des dépenses du mois d'avril 2024. 2.3, période de questions. Sécurité publique, il n'y a pas de point. Transport, hygiène du milieu et environnement, 4.1, contrat de ménagement. Résiliation pour manque d'autorisation de contracter. 4.2, stratégie d'économie d'eau potable. 5, ménagement, urbanisme et mise en valeur du territoire. 5.1, adoption du second projet de règlement 2024-347-07, modifiant le règlement de zonage 347, afin d'ajouter une nouvelle zone et d'y modifier les dimensions minimales d'un bâtiment principal. 5.2, audition de la demande d'usage conditionnel pour une résidence de tourisme pour le lot 5 725 232. 5.3, demande d'usage conditionnel pour une résidence de tourisme pour le lot 5 725 232. 5.4, mésentente de voisinage. 6, loisirs et culture, santé et bien-être. 6.1, reconnaissance de l'apport des personnes handicapées dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées. 6.2, demande de subvention dans le cadre du Fonds Active Saine Habitude de vie. 7, autres sujets. 7.1, varia. 7.2, point d'information du maire. 7.3, période de questions. 7.4, levée de l'Assemblée. Là, ça prendrait un proposeur. Martine Frenette, tout le monde est d'accord? Alors, nous sommes rendus au point 1.3, adoption du procès-verbal du 11 avril 2024. Donc, considérant que le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 avril 2024 a été remis aux élus avant la présente séance et que les membres du Conseil reconnaissent l'avoir reçu et lu, en conséquence, il est proposé et résolu que ce procès-verbal soit adopté tel que rédigé. Ça prendra un proposeur. Madame Sylvie Huot. Oui, moi d'accord. Dépôt du bordereau de correspondance d'avril 2024. Donc, nous avons reçu du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation un projet qui s'appelle le chantier législatif entrepris afin d'octroyer des pouvoirs supplémentaires aux municipalités. Donc, dans le cadre de ces chantiers-là, il y avait 3 nouveaux projets de loi. Le projet de loi 16 par rapport à la loi modifiant la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Le projet de loi 39 qui a trait à la loi sur la fiscalité municipale et en fait le projet 31 qui modifie diverses dispositions législatives en matière d'habitation. Au niveau des MRC et municipalités, la MRC de Mekinac nous a fait parvenir 3 écrits. Premièrement, une demande de renflouement du FRR volet 4 qui sert à soutenir les coopérations intermunicipales. Donc, eux, dans le fond, aimeraient que le gouvernement renfloue ce fonds-là pour en bénéficier. Aussi, il y avait un appui à l'UPA en regard de l'implantation des éoliennes dans le secteur de la MRC de Mekinac et non à Notre-Dame-de-Montauban. Et aussi un appui aux démarches des paramédics quant à l'adoption d'un horaire à l'heure. Aussi, on a reçu de la municipalité de Hérouville un appui aux agriculteurs en regard encore là, de l'implantation d'éoliennes. Au niveau des comités, organismes et citoyens, nous avons reçu de citoyens une lettre ouverte au Novalis, toujours dans le dossier des éoliennes. Et avec Hydro-Québec, on a reçu une nouvelle façon de travailler avec les municipalités, donc ils essaient d'être plus proactifs.
plus proactifs dans leurs échanges avec les municipalités. Donc, ça fait le tour de la correspondance. Au niveau de la trésorerie, nous sommes au point 2.1. Donc, on va commencer par la présentation du rapport financier 2023 et le rapport de l'auditeur indépendant Raymond Chabot, Grant et Thornton. Et c'est M. Jean Morissette de cette firme comptable qui va nous faire la présentation. Est-ce qu'on pourrait mettre une période de questions après pour libérer les auditeurs? Pas de problème. Le son a coupé un petit peu dans la dernière minute. Est-ce que c'est à moi? OK. En général, le vérificateur est avec nous en présentiel, mais il ne pouvait pas ce soir. Donc, c'est pour ça qu'on a un défi technique un peu plus grand qu'à l'habitude. OK, merci. Est-ce que les gens voient un écran ou... Oui. OK, donc je vais vous partager, mon écran comme ça. Je vais faire ici. Donc, bonsoir tout le monde. Très heureux d'être avec vous ce soir virtuellement. Je vous remercie de me permettre de faire ça de façon virtuelle. C'est très accommodant. J'espère que ça ne vous cause pas de soucis, trop de soucis d'organisation. Merci pour ça. C'est apprécié et c'est facilitant. Si jamais vous ne m'entendez pas bien ou il y a quelque chose, faites-moi signe, puis on s'ajustera sans problème. Donc, mon nom est Jean Morissette, je suis associé chez Raymond Chabot, Grant Thornton. Je suis l'associé responsable du dossier d'audit du rapport financier de Notre-Dame de Montauban. Depuis plusieurs années, mais contrainte de temps et d'horaire, c'est mes collègues que vous avez rencontrés dans le passé. Donc, ça me fait plaisir d'être ici avec vous ce soir, avec ma collègue Caroline, qui était responsable de l'exécution du dossier. Donc, je vais vous présenter les résultats financiers. Puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, probablement après la présentation, mais n'hésitez pas, je suis là pour y répondre avec ma collègue Caroline, aussi avec Mme Bodeboncoeur et Mme Bonnet. Donc, au niveau de l'excédent de l'exercice consolidé, le résultat final de l'année se solde par un déficit de fonctionnement des fins fiscales de 220 000 versus un excédent de 12 000 l'année dernière. Dans les prochaines minutes, on va voir ce qui s'est passé au niveau des revenus et des dépenses, les principales variations avec le budget qui explique ce résultat-là. Le tableau ici, sans rentrer trop technique, dans le fond, vous avez les revenus et les charges de fonctionnement ici. Vous voyez, par rapport au budget, une légère hausse des revenus et une hausse plus importante au niveau des dépenses. Donc, on a le résultat que j'appellerais le résultat comptable, auquel on fait des ajustements prévus par la comptabilité municipale pour arriver à un résultat à des fins fiscales. Donc, on ajuste, dans le fond, la dépense d'amortissement, qui n'est pas une dépense monétaire qui sort du compte de banque. On vient cependant considérer les remboursements de dette à long terme comme une dépense aux fins fiscales. Il y a eu des activités d'investissement financées à même le budget de fonctionnement pour l'ordre de 127 000 $. Et il y a eu utilisation des excédents de fonctionnement passés, dont 160 000 étaient prévus au budget l'année dernière, pour 2023, et aussi un montant de 30 000 $ pour une dépense pour rééquilibrer le rôle. Donc, cette dépense-là, elle est dans les dépenses plus hautes, on va la voir un peu plus tard, mais elle est payée à même l'excédent passé. Donc, ça fait, encore une fois, un résultat déficit de 220 000 $. Vous avez ici la répartition des revenus, mais ce qui est
plus visuellement là, parlant, c'est les graphiques qu'on va voir ensemble dans les prochaines minutes. Donc, au niveau des revenus, vous avez une comparaison ici sous forme graphique des revenus réels de 2022 en mauve foncé. Le réel 2023 en mauve un peu plus pâle, excusez-moi, et le budget en ligne. Donc, on va passer à travers ça rapidement et on va expliquer les principales variations. Au niveau des taxes, là, relativement comparables au budget, légèrement supérieur là, en fonction des hausses de taux, hausse de la valeur imposable et aussi de la taxation supplémentaire. Au niveau des compensations tenant lieu de taxes, c'est stable d'une année à l'autre. Au niveau des revenus de transfert ou des subventions, il y a une différence entre le réel et le budget qui est principalement expliquée par une subvention du ministère de la Sécurité publique de 156 000 $ pour couvrir les dépenses relatives là, aux pluies, aux dommages causés par les tempêtes de pluie et de neige subies durant l'exercice. On va voir tantôt qu'il y a des dépenses correspondantes à ça. Au niveau des services rendus, la différence entre le budget de 95 000 et le réel de 72 000, c'est principalement des loyers de CECOA qui avaient été budgétés, finalement, qui n'ont pas été chargés à cette compagnie-là parce que l'exploitation n'est pas débutée. Au niveau des autres revenus, ça comprend les impositions de droit, les amendes et pénalités, les revenus d'intérêt et les autres revenus. La différence, là, la diminution par rapport à l'année dernière, c'est principalement au niveau des droits de mutation qui sont inférieurs de 25 000 par rapport à l'année dernière. Ça, c'est relatif au nombre de transactions qu'il y a eu dans l'année, d'achat et vente de propriété dans l'année. Et aussi, en 2022, il y avait là, 22 000 $ de revenus qui provenaient du fonds carrière et sablière pour couvrir les dépenses de 2022. Et par ailleurs, les intérêts là, ont été super. Au niveau des dépenses, maintenant, au niveau de l'administration générale, vous voyez les dépenses réelles de 722 000 versus un budget de 601. Les principales variations s'expliquent par l'augmentation des salaires, l'embauche de Mme Vadeboncoeur, le 32 000 $ d'honoraires pour la rééquilibration du rôle chargé par la MRC. C'est la dépense que je parlais tantôt qui a été payée à même les surplus cumulés du passé. Et aussi là, des honoraires juridiques là, concernant des règlements et aussi l'application du code d'éthique. Au niveau de sécurité publique, police, relativement stable avec le budget et avec l'année passée. Sécurité publique, là, ça a diminué par rapport à l'an passé, là, principalement parce qu'il y a plus de charges relatives à l'entente 6e qui a pris fin en 2023. Et au niveau des autres dépenses de sécurité publique, c'est quand même stable avec le budget et avec l'année passée. Au niveau de la voirie municipale, ben, c'est là qu'on retrouve les dépenses que je parlais tantôt relativement à la tempête de décembre 2022 puis les fortes pluies de l'été et décembre 2023. Les dépenses là, spéciales, si on peut dire, et non récurrentes de 171 000 $. Au niveau de l'enlèvement de la neige, vous voyez le réel 385 versus le budget 286. Augmentation des dépenses reliées à l'augmentation du contrat pour le déneigement et aussi le prix du carburant. Ça, c'est typique dans chacune des municipalités. Les coûts ont augmenté beaucoup à ce niveau-là. Au niveau de l'hygiène du milieu, un réel de 191 000 versus un budget de 170 000, principalement causé par les charges là, relativement au vidage des fosses rechargées par la MRC, là, dépendamment du nombre de vidanges qui ont été faites. La charge est plus ou moins importante d'une année à l'autre. Et l'augmentation par rapport à l'année passée, l'année passée, la quote-part de la Caussade avait été inférieure, compte tenu qu'il y avait un employé là-bas qui était en congé maladie. Donc, il y a certains services qui n'ont pas pu être rendus, qui n'avaient pas été facturés à
à la municipalité. Au niveau des matières résiduelles et autres dépenses d'hygiène du milieu, là, quand même relativement comparable avec le budget et avec l'année dernière. Au niveau santé bien-être, il y a eu l'embauche 68 000 versus le budget de 13. Il y a eu l'embauche d'une coordonnatrice pour l'initiative sociale et aussi des fournitures qui ont été achetées. Au niveau de l'aménagement, urbanisme et développement, la charge était moindre que l'année dernière parce qu'il y a eu une des ressources qui travaille dans ce département-là, pas département, mais à ce niveau-là, qui a aidé là, en administration en l'absence de Mme Bonin. Donc, son salaire a été présenté dans les frais de l'administration versus ici, donc, à l'aménagement, urbanisme et développement. Au niveau loisirs et culture, l'augmentation par rapport à l'année passée, tout simplement expliquée par le retour à la normale, si on veut, post-pandémie. Donc, évidemment, les charges des dernières années avaient baissé, c'est revenu à un niveau un peu plus normal. Et au niveau des frais de financement, 57 000 versus un budget de 33 et un réel de l'année passée de 31, en fonction de l'augmentation des coûts, là, il y a eu une augmentation de la charge de l'ordre de 35 000. Ça, c'est pour les revenus et les dépenses de fonctionnement. Au niveau des investissements, donc ce qui touche les immobilisations, il y a eu des acquisitions d'immobilisation, des investissements là, dans les infrastructures de l'ordre de 530 000 $. Les plus gros projets là, sont la réfection des égouts fluviales de la rue Saint-Siméon et aussi la mise aux normes et la réfection de la toiture là, de l'arène. Ces acquisitions-là ont été financées par l'émission d'une nouvelle dette à long terme de 267 000 $ et des subventions de 534 000 $, entre autres le programme qu'on appelle TEC et aussi différents programmes là, pour financer les dépenses de la REP. Tantôt, on voyait une dépense à des fins fiscales de 127 000 $, là, donc des immobilisations qui ont été acquises à même le budget de fonctionnement de 2023 de 127 000 $. C'est principalement là, des dépassements de coûts pour la rue Saint-Siméon. Il y a des compteurs d'eau qui ont été achetés pour 15 000 $, des conteneurs 7 000 $, des génératrices 32 000 $ et des terrains là, en lien avec la rue Saint-Siméon pour 16 000 $. Donc, c'est les principaux. Puis ici, excusez-moi, le 21 000, je reviens ici. Une toiture qui a été faite sur un bâtiment municipal et des ordinateurs qui ont été achetés. C'est les principaux projets, si on veut, là, au niveau de l'investissement. Si je vais changer de document. Si je vais à la situation financière, donc, ou autrement dit, le bilan là, au 31 décembre, la photo financière au 31 décembre, la municipalité, là, vous voyez ici, avait des actifs financiers, c'est-à-dire de l'encaisse, des sommes à recevoir, soit des subventions, des taxes ou autres comptes à recevoir, de 1 568 000 $. Elle avait des prêts faits aux citoyens pour les faux sceptiques de 124 000 $. Au niveau de ce qu'elle devait, donc c'est passif, elle avait un emprunt bancaire de 542 000 $, des créditeurs et des charges à payer, donc des comptes fournisseurs, des salaires, des vacances à payer, etc., de 485 000 $. Des revenus reportés de 79 000 $, donc des sommes encaissées qui doivent être utilisées à des fins précises. Entre autres, je pense que c'est de mémoire, 40, c'est le fonds de parc et terrain de jeu, 70 000 $. Et une dette à long terme de 1 450 000 $. Et là, par ailleurs, la municipalité a des actifs non financiers, donc des immobilisations, ces infrastructures, ces bâtiments, ces rues, etc., pour près de 6 millions. Et d'autres petits actifs, là, stock et freelance. Le net des actifs, donc ce que la municipalité a, et des passifs, ce qu'elle doit, donne les excédents cumulés. Excédents cumulés là, qui se composent comme ça, un 13 000 $ non affecté, 40 000 $ affectés au budget 2024
et certaines réserves là, pour véhicules incendie et un fonds de réserve prévu par la loi pour les prochaines élections qui totalise là, 20 000 $. Le reste ici, c'est relatif à aux activités d'investissement, donc aux infrastructures que je parlais, et aussi un excédent affecté, si on veut, pas affecté, mais dans l'investissement net, de 4,8 millions $. Donc, grosso modo, ce qui est pertinent de retenir, je pense, c'est les excédents non affectés de 13 000 et affectés de 40 000 qui sont plus liés à l'opération. Si je viens à l'endettement total à long terme pour la municipalité, donc on considère évidemment le montant de dette de la municipalité, ses investissements dans les infrastructures à financer de 202 000 $. On considère les subventions à recevoir qui vont permettre à la municipalité de rembourser ses dettes de 187 000 $, 188, et aussi la quote-part que la municipalité a dans la régie d'échelle, non exact m'échappe, de 125 000. Ce qui fait un endettement total net à long terme de 1 197 000 versus 1,4 million l'année dernière. Si on prend l'endettement total net par 100 $ de richesse foncière uniformisée, donc on avait 92 cents l'année dernière. Les municipalités de la MRC avaient une moyenne de 1,35 et cette année, la municipalité est rendue à 63 cents. Donc, un niveau d'endettement relativement faible. Ça fait, je pense, le tour des principaux éléments. Je ne sais pas si Mme Bâton-Cœur ou Mme Bonin ont quelque chose à rajouter. Moi, j'aimerais ça. Est-ce que vous m'entendez? Peux-tu fermer le micro? Je vais poser ma question. Moi, j'arrête. Non, ça ne marchera pas. Ça pose là. Ouais, c'est quoi ta question? Je voudrais qu'il parle de l'opinion avec réserve. Es-tu capable de dire? Ah oui, oui. C'est vrai, excellent point. Excellent point, j'allais l'oublier. Il y a une particularité au rapport de l'auditeur cette année. Il y a une nouvelle norme comptable sur ce qu'on appelle les obligations liées à la mise hors service d'immobilisation, les OMHS. Une norme comptable qui demande aux entités du secteur public de faire l'inventaire de toutes leurs immobilisations auxquelles est rattachée ou pourrait être rattachée une obligation de remettre en état et de comptabiliser un passif, le cas échéant là-dessus. Ça implique l'inventaire des immobilisations, ça implique aussi souvent des rapports d'expertise pour s'assurer qu'il n'y a pas d'amiante ou d'autres contaminants dans les bâtiments. Donc, plusieurs municipalités n'ont pas nécessairement ces rapports-là. Donc, c'est fréquent cette année de retrouver une opinion avec réserve au rapport de l'auditeur du fait que la municipalité n'a pas toutes les informations pour appliquer cette norme. Donc, c'est ici, là, dans le rapport de l'auditeur, qu'il y a une particularité cette année. On vient dire que la municipalité, à l'exception de ce qui était fait dans le partenariat, excusez-moi, c'est la régie des déchets, la municipalité n'a pas évalué ni comptabilisé le passif au titre d'obligation hors service d'immobilisation. Dans le fond, le coût d'application de cette norme-là aurait été important, puis les
les avantages pas nécessairement là, parce que plusieurs municipalités n'ont pas demandé les expertises là, pour pouvoir appliquer la norme comptable. Là, en bon français, j'oserais dire by the book. Et c'est la seule particularité. Mais, outre ça, là, notre opinion, c'est que les états financiers que je viens de vous présenter présentent là, dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la municipalité, ainsi que ses résultats, ses gains-pertes de réévaluation, ses actifs nets, ses flux de trésorerie conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Répondez à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais on pourrait, si les gens dans la salle ont des questions, si vous posez la question, Mme Votre-Boncoeur pourrait la communiquer à M. Morin qui pourrait répondre. Donc, on invite les gens qui auraient une question plus spécifique à M. Morin là, de se présenter. Ça serait le moment pour ça. Parce qu'ensuite, lui va quitter. Et, on va poursuivre la séance. On va poursuivre la séance. Il s'agit de sommaire. Est-ce qu'on a possibilité d'avoir le rapport au complet? Est-ce qu'il va être publié? En fait, ce que j'ai remis, moi, aux citoyens, c'est le sommaire. C'est sûr que M. Morin a extrait du sommaire certaines informations pour faire sa présentation. Lorsqu'on va mettre sur le site web demain la séance sur YouTube, je veux dire, Mme Votre-Boncoeur va rajouter aussi la présentation telle que présentée par M. Morin. Donc, vous aurez accès aux deux documents. Au début de la présentation, on a vu un tableau avec les revenus et dépenses de fonctionnement. Est-ce qu'on va l'avoir? Ça aurait été intéressant de l'avoir ce soir, ce tableau. Je sais bien que ça a été extrait automatiquement. Ce tableau-là est extrait. Dans le fond, c'est la même chose que la première page. Oui, mais le tableau avec le graphique que j'aurais dû dire. Oui, graphique. sa présentation va être elle va accompagner la présentation YouTube et être sur notre site Internet. J'ai noté que vous aviez parlé de dépenses de code d'éthique. Ça constitue en quoi? C'est quoi ça, ces dépenses-là? On en a des vieilles dépenses. On ne peut pas rentrer dans le rapport avec tous les petits points, on n'en sortira pas. Mais ça a déjà fait partie des dépenses qu'on a mis dans nos rapports de dépenses. Dans les séances ultérieures. Oui, je comprends qu'on ne puisse pas rentrer dans tous les détails, mais l'auditeur, il l'a quand même signalé. Alors, j'aurais aimé avoir réponse à ma question. Mais j'aimerais savoir, est-ce que c'est dans toutes les municipalités que le rapport est présenté et puis que on peut parler à l'auditeur et poser des questions la même soirée? Oui. Non, mais moi, je voudrais avoir la réponse du monsieur là-bas. C'est fréquent, mais c'est pas 100% des municipalités qui le font. Il n'y a pas d'obligation. À ce niveau-là. L'obligation légale, c'est que le trésorier doit déposer son rapport. La présentation par l'auditeur n'est pas obligatoire. Je ne sais pas si c'était ça la question. Non, la présentation de l'auditeur n'est pas obligatoire. Okay. Mais nous, par transparence, on a mieux que les gens puissent poser des questions. Ouais. Mais disons que c'est bien de poser des questions quand on a pris connaissance du rapport, là où vous comprenez que... Ah, c'est beau. Vas-y. C'est beau. Bon. Oui, on ne va pas insister. Hein. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Non? Merci. Oui, j'avais une autre question. Oui. J'aimerais savoir si un emprunt, si la municipalité fait un emprunt, si elle a l'obligation de dépenser l'argent emprunté
pour des dépenses pour lesquelles elle a contracté l'emprunt. C'est-à-dire que si j'ai un emprunt, par exemple, pour ajouter de la gravelle, il ne faudrait pas que je la dépense pour faire un autre travaux. Là. Je ne sais pas si c'est possible de prendre un emprunt puis dépenser dans un autre secteur. Est-ce que vous posez la question à nous ou à M. Morin? À M. Morin. J'aimerais que M. Morin m'explique. Monsieur Morin répond, alors. Ça, c'est une question plus légale, là, mais non, les dépenses engagées doivent être en lien avec le règlement adopté par le Conseil. Merci. Bien. Vous n'avez pas d'autres questions? Non? OK. Je vous remercie, M. Morin. Ben, merci à tous. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir. Bye-bye. Bon, ben, merci beaucoup. On est rendu à 2.1. Alors, on est rendu au point 2.1, adoption du rapport financier 2023 et du rapport de l'auditeur indépendant que M. Jean Morin vient de nous présenter. Donc, considérant qu'un avis public a été publié annonçant que le rapport financier de la municipalité de Notre-Dame serait déposé à la séance de ce soir, considérant la présentation du rapport financier de la municipalité de Notre-Dame de Montauban qui a été fait par M. Jean Morissette de la firme comptable Raymond Chabot, Grant et Thornton, en conséquence, il est proposé et résolu que les états financiers 2023 de la municipalité de Notre-Dame de Montauban, préparés par la firme Raymond Chabot, Grant et Thornton, comptable agréé, soient adoptés tels que présentés. Ça prendra un proposeur. Monsieur Jean-Louis Martel. Oui, tout le monde est d'accord? Merci. Nous sommes donc rendus au point 2.2, autorisation des dépenses du mois d'avril 2024. Attendu que la liste des dépenses a été transmise à tous les membres du Conseil, il est donc proposé et résolu d'approuver la liste des dépenses telles que déposées pour le mois d'avril 2024. La directrice générale est autorisée à procéder au paiement des dépenses y figurant pour un total de 217 989,77. Ça prendrait un proposeur. Madame Gauthier. Madame Guylaine Gauthier. Oui, tout le monde est d'accord? Nous sommes donc rendus à la première période de questions d'une durée de 15 minutes. Oui. Bonsoir. Mon nom est Stéphanie Marino. Je suis résidente de Notre-Dame de Montauban depuis 2021. Mon sujet ce soir sera les éoliennes. Non, Non, c'est pas la période de questions pour ça, madame. Non, mais tant mieux. c'est l'autre période. Oui, c'est ça. La première période, c'est sur les premiers sujets. OK, parfait. Mais c'est bien, vous aviez eu une bonne présentation, votre nom, puis tout, c'est correct, c'est audible. On va pouvoir me reprendre après. Oh oui, la deuxième chance, vous allez en avoir une. Bonsoir, Bonsoir. Ruben Michéa, Notre-Dame de Montauban. C'est une question générale et c'est le côté social. J'ai vu qu'il y avait une information concernant une dépense par rapport à quelques dimensions sociales. Je ne sais pas si j'ai bien compris, j'aimerais une clarification à ce sujet-là. Dimension sociale. Quel point exactement? Quelle dépense exactement? Écoutez, dans les bien-être, santé, bien-être, il y avait un montant concernant les... Je ne sais pas, c'est ça que j'aimerais clarifier, concernant les aspects sociaux, un programme social ou quelque chose comme ça. C'est moi qui ai mêlé, je m'excuserai en conséquence, mais je l'ai entendu. Vous parlez de ce qu'a dit le vérificateur. Oui. Okay. Ouais.
Ah, c'est ça. C'est parce que, oui, je vois que Et comme madame- deuxième, juste pour compléter, c'est la municipalité finance ou donne certains apports financiers à des organismes communautaires. Ok? Alors, j'aimerais savoir quel est approximativement le montant qu'on donne et à combien d'organismes communautaires on en donne. C'est ça. Ben, en fait, votre question, monsieur, c'était que dans le cadre du FKIS, on avait le réseau social Montauban recevait des sommes à partir d'un fonds qui s'appelait le FKIS. Puis le FKIS, dans le fond, se servait de la municipalité pour un peu, nous, on était recevant de la subvention et on remettait l'intégralité de cette subvention-là au réseau social Montauban. Donc, cette entrée et cette sortie-là, là, la municipalité, dans le fond, offrait ce service gratuitement. Donc, c'est à cette somme-là que faisait référence le vérificateur. OK. Ça, mais à ce moment-là, ce n'est pas dans les comptes de la municipalité, c'est dans non. les comptes de l'organisme du consortium qui C'est ça. travaille avec le FKIS. Mais Alors maintenant, monsieur le vérificateur a parlé d'un montant de 60 000 $. C'est ça que j'aimerais savoir. Ah, ben, ce 60 000 $-là, c'est ça, c'est le FKIS, c'est l'entrée et la sortie par rapport au FKIS. Donc, c'était un montant, là, je ne l'ai pas devant moi en ce moment, là, mais ce dont vous parlez, vous, les contributions aux organismes, il y a une résolution qu'on adopte à chaque mois de janvier. Et si je ne m'abuse, le montant là, global que la municipalité distribue à l'ensemble là, des organismes, là, ça se chiffre autour de 4 000 $. Merci. Alors, bonsoir, Jean-Pierre Soucy. Je me demandais si, dans le bordereau de la correspondance, vous aviez reçu de la correspondance dans le mois d'avril des citoyennes de Notre-Dame. Oui, on a reçu de la correspondance, oui. Et c'était pas suffisant pour l'indiquer dans le bordereau? Ben, je n'ai pas jugé que cette correspondance-là, dans le fond, on va le mentionner quand on va parler du deuxième projet. Là. Je m'excuse, je n'ai pas assigné cette correspondance-là comme étant de la correspondance. Les élus en ont tous pris part. Chaque écrit qu'on a reçu là, pour les propriétaires du Lac-Georges ont été transmis à l'ensemble des élus. Mais c'est ça, je pensais juste mentionner qu'on avait reçu tant d'écrits lorsqu'on parlera du deuxième projet. Bon, on a fait le tour pour cette question. Vous avez une question? Parce que je dois parler depuis tantôt. On continue? Oui. Donc, au point 3, sécurité publique, il n'y avait pas de sujet ce soir. Au point 4, transport, hygiène du milieu et environnement. Nous avons au point 4.1, contrat de déneigement, donc résiliation pour manque d'autorisation de contracter. Donc, attendu l'avis de l'Autorité des marchés publics concernant le processus d'adjudication du contrat de déneigement et d'entretien divers du réseau routier de la municipalité de Notre-Dame de Montauban, numéro 2023-04-65, identifié au SEAO sur le numéro de référence 17 14 526, dossier AMP 20240123-01, attendu que tel que spécifié dans le document d'appel d'offres à l'article 2.12, autorisation de l'autorité des marchés, il était donc écrit « L'adjudicataire doit démontrer qu'à la date du dépôt de sa soumission, il était autorisé par l'autorité des marchés publics à contracter avec un organisme public conformément au deuxième alinéa de l'article 21.18 de la loi sur les contrats des organismes publics. Une copie de l'autorisation délivrée par l'AMP doit être déposée avec la soumission ou au plus tard avant l'octroi du contrat. Cette autorisation doit être en vigueur lors de la conclusion du contrat ainsi que pendant l'exécution de celui-ci. Donc, attendu que la municipalité de Notre-Dame de Montauban n'a reçu qu'une soumission, soit celle d'excavation Montauban, attendu que la municipalité de Notre-Dame de Montauban a octroyé le contrat de bonne foi à Excavation Montauban par la résolution 2023-07-125, attendu qu'Excavation Montauban n'avait pas l'autorité de contracter de l'AMP
en date du dépôt de soumission, ni lors de la conclusion du contrat, ni lors de l'exécution de ce contrat, attendu qu'en l'absence de cette autorisation, l'AMP a avisé la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban que le contrat est jugé nul et non avenu, attendu qu'en vertu de l'article 3.10 du document d'appel d'offres, la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban peut résilier le contrat si l'adjudicataire est en défaut de remplir l'un ou l'autre des termes, conditions ou obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat. En conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil de la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban, sur avis de l'AMP et selon l'article 3.10 de son document d'appel d'offres, résilie par la présente le contrat conclu avec Excavation Montauban pour le déneigement et l'entretien divers du réseau routier municipal pour les années 2024-25, 2025-26, 2026-27 et 2027-28, et que le Conseil autorise, afin de conclure la saison 2023-2024, que le dernier paiement, celui qui est dû le 15 mai, soit payé si et seulement si les travaux sont jugés conformes. Sinon, une retenue spéciale de paiement pourra être faite, telle que stipulée à l'article 8.2 du document d'appel d'offres, sur les travaux jugés non conformes et maintenus jusqu'à ce que l'adjudicataire ait repris ses travaux d'une façon satisfaisante. Et finalement, il est résolu que le Conseil demande à l'administration de lancer un nouvel appel d'offres pour le déneigement et l'entretien divers du réseau routier municipal pour les années 2024, 2025 et suivantes. Donc, le Conseil planifie faire ce lancement d'appel d'offres pour la prochaine séance, celle du 13 juin. Ça prendrait donc un proposeur. Monsieur Jean-Louis Martel. Oui, moi d'accord. Nous sommes donc rendus au point 4.2, stratégie d'économie d'eau potable. Donc, exigence en lien avec la stratégie québécoise d'économie d'eau potable. Donc, considérant les exigences en lien avec la stratégie municipale d'économie d'eau potable, considérant que la municipalité souhaite maintenir l'atteinte du résultat de validité des données supérieures à 50% pour tous les audits de l'eau AWWA cette année, en conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban réalise un contrôle actif des fuites sur ces deux réseaux d'eau potable, tels que requis par la stratégie québécoise d'eau potable du MAMACH, en réalisant un contrôle actif des fuites par l'intermédiaire d'une écoute sur un échantillon de 11 robinets d'arrêt accessibles, et ce, avant le 1er septembre 2024, que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban renouvelle son adhésion au réseau environnement au coût de 375 $, que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban participe au programme de sensibilisation municipalité écono du réseau environnement, et ce, au montant de 720 $, que la municipalité s'assure de l'installation des compteurs d'eau dans tous les immeubles non résidentiels, donc les industries, les commerces et les institutions, dans certains immeubles mixtes ciblés et dans les immeubles municipaux et sur un échantillon de 20 immeubles résidentiels d'ici au 1er septembre 2024, que la municipalité s'engage à mettre en place une forme de tarification volumétrique pour la consommation d'eau des immeubles non résidentiels d'ici au 1er septembre 2024 et que la municipalité, dans l'éventualité où des mises à niveau seraient à faire, s'engage à faire l'acquisition d'équipements WaterSense pour ces bâtiments municipaux. Ça prendrait donc un proposeur. Madame Gauthier. Madame Guylaine Gauthier. Oui, moi d'accord. Oui. Donc, nous sommes rendus au point 5, aménagement, urbanisme et mise en valeur du territoire. Donc, tel que souligné là, par un citoyen ici, nous avons reçu là, dans le cadre de ce projet, dont copie est à l'arrière, 17 écrits de différents résidents du secteur du Lac-Georges. Ces écrits-là étaient tous un peu un copier-coller et s'opposaient là, à l'adoption du présent règlement. Donc, attendu qu'une copie du règlement ait été remise aux membres du Conseil dans les délais prévus avant la présente séance, il est donc résolu et proposé d'adopter le second projet du règlement 2024-347-07, modifiant le règlement de zonage 347 afin de modifier les dimensions minimales d'un bâtiment principal sur tout le territoire,
de modifier la superficie d'un bâtiment accessoire, d'ajouter des définitions et de retirer des usages en zone 29 BB et 30 BB tels que déposés. Ça prendrait donc un proposeur. Monsieur Jean-Louis Martel. Oui, tout le monde est d'accord? Alors, pour tous, là, j'aimerais aviser que maintenant que le second projet a été adopté, demain, probablement demain, il y aura un avis d'approbation référendaire qui va être publié sur nos réseaux et sur notre site web. Donc, je vous invite à en prendre connaissance et ce, si jamais il y a une demande à faire pour se diriger vers une approbation référendaire. Ça sera la prochaine étape. Nous sommes donc rendus maintenant à l'audition de la demande d'usage conditionnel pour une résidence de tourisme pour le lot 5 725-232. Donc, c'est une propriété qui est sise au 510 route Rousseau. Avant de commencer l'audition, j'aimerais aviser les gens que j'ai fait une erreur. Personnellement, j'ai omis de mettre l'avis public qui annonçait qu'il y aurait tenue ce soir de cette demande d'usage conditionnel-là. Je m'en excuse. Toutefois, les élus ont jugé bon de procéder à l'audition et ils jugeront s'il y a lieu d'accepter ensuite cette demande d'usage conditionnel-là. Parce que selon notre compréhension de la situation, le fait que le greffier ait omis de mettre l'avis public n'empêchera pas les élus de statuer sur ce point-là. Et je pense qu'au niveau aussi là, des élus, ils ne voulaient pas que l'erreur administrative crée un retard pour le demandeur. Donc, la demande d'usage conditionnel a été présentée aux membres du CCU. Donc, la propriété en question, c'est au 510 route Rousseau, c'est dans la zone 77 BB. Il a été considéré que les critères d'évaluation étaient respectés. En fait, les membres du CCU ont émis seulement 2 conditions. Ils ont émis que le nombre de chambres à coucher doit respecter la capacité de l'installation septique qui dessert le bâtiment, soit 2 chambres maximum, et aussi que le propriétaire de la résidence ou l'exploitant doit s'engager à laver les embarcations mises à la disposition des usagers. Il doit s'engager, le cas échéant, à respecter la réglementation en vigueur. Donc, l'audition est ouverte si quelques personnes aimeraient commenter sur cette demande d'usage conditionnel. C'est pas sur le sujet, c'est le premier point 5.1 là. Pouvez-vous dire votre, Je pense que je suis pouvez-vous là dire votre aujourd'hui, mais ce que je comprends, c'est que vous avez approuvé la modification du règlement. Et à ce moment-là, les citoyens ont la possibilité de demander un référendum. C'est ça que j'ai compris ou je suis à côté de la coche? Oui, bien dans le processus d'adoption du règlement, nous avons adopté le 2e projet. Et oui, il y aura un avis d'approbation référendaire qui permet aux citoyens de faire une demande. Et quand on parle du deuxième, excusez-moi Madame Morin, quand on parle d'un deuxième projet, c'est le projet qui réduit la grandeur? Oui. Est-ce que vous avez des problèmes d'audition par rapport à ce qu'on a parlé la dernière rencontre? Non, on a eu une consultation publique, on vous a écouté. Oui. Puis on était de l'avant avec... Et vous avez fait fi de ce que le monde a dit? Nous, le Conseil, on croit que c'est une... Avez-vous des intérêts particuliers par rapport à ça? Oh, là, vous embarquez dans des... non, mais la question que je me pose, c'est... Parce que non, arrêtez. Non, l'intérêt des citoyens va par-dessus l'intérêt des élus. C'est clair et net. Vous êtes en train de dire qu'on a des intérêts particuliers, puis ça, nous autres, on n'accepte pas ça, on n'accepte plus ça. On n'a jamais accepté, on n'acceptera pas dans le futur non plus. Ne dites pas qu'on a des intérêts là-dedans. Non, mais la question que je me demande, de l'intérêt des citoyens, ça va où? Comment vous les prenez en compte? Écoutez, monsieur, on vous a écouté. On a pris en compte 2 éléments, je pense. Oui, on a rajouté quand même 2 attendus qui sont surlignés en page 1. On a vraiment spécifié que les dimensions et superficies minimales des terrains stipulés au règlement de lotissement demeurent les mêmes. Donc, c'était vraiment une préoccupation qu'on a entendue. Les gens avaient peur que les lots deviennent petits. Donc, non, on parlait de la bâtisse, de la construction. C'est de ça qu'on parlait. Oui. Alors, est-ce que la grandeur de la bâtisse reste la même ou vous l'avez réduit? On l'a réduit.
Puis le deuxième élément, c'était Bien, le deuxième élément, c'est qu'on a aussi spécifié, parce que les gens avaient une crainte que le garage devienne énorme et que, bon, donc on a spécifié que le total de la superficie au sol de l'ensemble des bâtiments complémentaires demeure ce qu'ils étaient. Donc, ils ne doivent pas excéder 135 mètres carrés, ni dépasser 20% de la superficie totale du terrain. Donc, c'était vraiment deux critères qui existaient déjà dans notre règlement de zonage, qui demeurent les mêmes. Et on a pris note aussi, là, par rapport à la grille de spécification, on avait oublié de spécifier 37 mètres carrés et 5 mètres de façade, donc on l'a rajouté. Donc, c'est les changements qui ont été faits au suite à la premier... consultation. Oui, exactement. Non, c'est ça. Lionel Bonhomet. Ça fait la troisième demande d'usage conditionnel qu'on voit passer au Conseil depuis l'adoption du règlement, si j'ai bien compris. Et puis, c'est la deuxième fois qu'il n'y a pas d'affichage. Je trouve pas ça très respectueux pour les voisins. Vous vous permettez des choses, je trouve pas ça respectueux. Ça devrait être, les voisins devraient en avoir pris connaissance. Et je trouve ça un petit peu, je ne sais pas comment C'est dire, quelle adresse que vous parlez? indécent. Le 510? La présente et puis celle qu'il y avait au coin, La première au bord de la rivière, là. Ouais. OK? Fait que c'est deux choses. Et puis aussi, dans votre règlement, là, pour les demandes de résidence de tourisme, vous avez tout, il est écrit dans le règlement, à moins que je me trompe vraiment, ça se peut, là, que vous devez mettre, plutôt que de mettre le numéro de l'eau, vous devez mettre l'adresse civique. Et ça, à chaque fois, l'avis de l'immeuble visé par la demande en utilisant la voie de circulation et le numéro d'immeuble ou à défaut le numéro du lot au cadastre du Québec. OK. Alors, ça serait intéressant que vous oui. suiviez vos règlements, s'il vous Effectivement, plaît. c'est intéressant, mais non, c'est pas des injuries ici. Je trouve ça intéressant. Okay. Non, pas dites pas qu'on d'injures. lit pas nos règlements. On lit nos règlements. Mais vous les appliquez pas. On peut faire des erreurs, M. Bonhomet. Tout le monde fait des erreurs. Et on vous a écouté. On va corriger le tir. Merci beaucoup de votre intervention. Et merci, M. Lavallée, aussi, d'avoir produit pour ajuster le tir. Bon, alors, Martin Lavallée, effectivement. Comme disait M. Bonhomet, l'article 21 prévoit des avis publics. Puis pas seulement qu'un, 2 avis publics. Parce que le principe ici, c'est que quand ça touche un usage conditionnel ou une dérogation mineure, les principaux intéressés généralement à ce genre de demande-là. Non, c'est beau, M. Lavallée. Madame Bonnet. Oui. On a discuté de ça. Oui. Amplement. Est-ce que vous pouvez expliquer encore? Mais dans le fond, je réalise que j'ai fait l'erreur de ne pas le mettre pour cette fois-ci et je conviens que la première fois, nous ne l'avons pas mis. La deuxième fois, nous l'avons mis. La troisième fois, là, c'est vraiment mon erreur de ne pas l'avoir mis. Je pense que l'entièreté de l'équipe municipale est bien au fait maintenant de la procédure de le mettre. On va donc le mettre. Et nous avons les membres du conseil ont été informés de cette situation et ils ont jugé bon de procéder ce soir à entendre l'audition et ensuite à mettre les points à l'ordre du jour. Donc, ils jugeront s'ils votent ou non au point 5.3, mais ils ont jugé bon qu'on maintienne ça sur l'ordre du jour et de faire l'audition. Personnellement, je me suis prononcé à l'effet qu'une erreur administrative de Mme Bonin ne doit pas, outre mesure, pénaliser le citoyen. Donc, je pense que pour le service aux citoyens, on est ici pour ça, les conseillers, puis le conseil, donc on a procédé. Comme vous dites, ne doit pas pénaliser le demandeur. Mais les gens qui sont partis à cette demande d'usage conditionnel-là, eux, n'ont pas été avisés, donc sont probablement pas là dans la salle. Merci beaucoup de votre commentaire, M. Lavallée. Parfait. J'aurais une question, moi, à savoir, on disait que la demande avait été reçue, jugée complète et conforme. Donc, si je comprends bien, dans ce dossier-là, il y a une attestation d'un membre d'un ordre professionnel qui a été demandée et obtenue pour le réseau d'épuration vu que la propriété, j'imagine, n'est pas reliée à un réseau d'égouts municipaux. Donc, à ce moment-là, il y avait un prérequis qu'on devait demander une attestation à un membre d'ordre professionnel. Donc, on doit comprendre que le demandeur avait obtenu cette attestation-là. Ça, c'est le point 11 de l'article 28. Ouais.
Bien, je pense que les membres du CCU ont pris connaissance de l'ensemble des documents qui ont été présentés à eux par l'inspecteur municipal. Ils ont jugé que ces documents-là répondaient à à ce qu'ils avaient besoin de savoir pour procéder, oui ou non, à faire une recommandation. Donc, il y a eu discussion par rapport à l'installation septique, puisqu'on prend la peine de dire dans la recommandation du CCU que l'installation septique, sa capacité doit être respectée. C'est une 2 chambres à coucher. Donc, c'est les vérifications là, qui semblent concorder là, avec ce point-là. Parfait. Donc, si je comprends bien, s'ils ont statué, c'est qu'ils avaient les informations nécessaires. Donc, ils ont eu à la fois des engagements écrits. On demande une série d'engagements écrits là, dans le cadre des prérequis qui sont demandés, comme l'attestation du service d'incendie, comme quoi la propriété. Effectivement. Donc, ça a été reçu. Quelqu'un aurait une autre question? Lionel Bonhomet, de nouveau. J'aimerais savoir, il y a beaucoup de critères hein, quand on analyse les demandes de Airbnb. Oui. Combien de critères ont été respectés versus combien n'ont pas été respectés? Bien, je pense que c'était une suggestion de critères. Okay? Donc, l'ensemble des membres du CCU, de même que l'inspecteur a une grille d'analyse et il complète les points qui, pour lui, soulèvent discussion. Et donc, l'ensemble des membres du CCU, eux, se penchent sur ces points-là qui pourraient représenter là, sujet à discussion. Et donc, suite à l'analyse de cela, donc, c'est pas question s'il y a quelques points qui ne correspondent pas, bien, c'est à ce moment-là qu'ils peuvent émettre une recommandation. Ils peuvent soit dire non, parce que ça, on pense que c'est pas correct, ou ils peuvent dire oui, à condition de. Donc, c'est ce qu'on voit ici ce soir. Alors, je vais répéter ma question. Est-ce qu'on peut avoir connaissance du nombre de critères? Est-ce que les membres du conseil ont eu connaissance du nombre de critères qui ont été respectés ou pas respectés? Bien, les membres du conseil font confiance aux membres du CCU. Donc, on a des gens du public dans le CCU, on a des conseillers. Donc, les membres du conseil ne dédoublent pas l'effort. L'effort qui a été fait par le CCU est respecté dans le sens que les membres du conseil reçoivent cette recommandation-là. C'est sûr que, ultimement, c'est les membres du conseil qui ont le pouvoir discrétionnaire dans ce qui a lieu d'un usage conditionnel. Donc, ils ont le pouvoir, c'est vraiment ça un pouvoir discrétionnaire. Eux seuls ont le pouvoir d'autoriser un usage conditionnel. Ils peuvent l'autoriser, peu importe la résolution du CCU. Mais à date, les membres du conseil respectent toujours, ça a toujours été le cas, ils respectent le CCU. On se dit, ces gens-là ont pris la peine de s'asseoir, d'analyser le dossier, on le reçoit et on peut aller de l'avant avec la... Mais ils ont aussi le pouvoir, si le CCU dit oui, ils ont encore le pouvoir de dire non sur une autre série de critères qui seraient discrétionnaires. Donc, il faut bien comprendre ici la nature du pouvoir discrétionnaire. Et comme je vous dis, le CCU fait des recommandations. Le CCU a émis cette recommandation, les élus en ont pris connaissance, et c'est pour ça qu'on est ici ce soir avec ce système-là à l'ordre du jour. Oui, c'est la fonction du CCU, en fait, d'analyser ça. Oui, Mme Huot. Je peux compléter, là, la façon qu'on procède, quand on reçoit une demande comme ça, M. Lavallée, vous êtes au fait de comment ça fonctionne, vous étiez là avant. Il y a 32 critères qu'on lit un par un, qu'on analyse, puis qu'on se pose la question, est-ce qu'il répond à ça? Là, comme la résolution le dit, il y avait 2 choses qui nous tiquaient. C'était, la demande était pour accueillir 6 personnes. Donc, c'est questionné. La fosse septique, c'est quoi? La fosse septique, c'est une 2 chambres. On a dit, il n'y aura pas 6 personnes qui vont coucher là, il va y avoir 4 personnes, parce que la fosse septique, c'est une 2 chambres. 2 personnes par chambre, ça fait 4. C'est la façon qu'on procède pour analyser les dossiers en CCU. Quand on a terminé l'analyse, oui, OK. Ah ben, je vous écoute. Oui. OK, c'est bon. Oui, Quand on a terminé l'analyse, on fait nos recommandations au conseil municipal et les conseillers décident, on est d'accord avec le CCU ou on n'est pas d'accord. Dans cette situation-là, le conseil a jugé que c'était correct d'imposer le nombre de personnes à 4 personnes et le propriétaire a mentionné qu'il leur fournirait des embarcations. Donc, on va être sûr qu'il va les nettoyer, ces embarcations, avant de les mettre sur un courrier. C'est la façon qu'on procède. Mme Huot, oui. c'est clair?
C'est pas tout à fait clair pour moi, là. Je suis pas sûr de bien OK. comprendre. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Ben, quand on parle de critères, Madame Huot nous parle de critères de fosse septique. Je pense que c'est plus une obligation, les fosses septiques. C'est pas un critère. Quand je dis le mot critère, je parle des 32 OK. critères qu'on analyse dans notre règlement. Il y a 32 Je pense critères. qu'il a compris. Tu as compris? Oui. OK. Donc, une autre question sur ce point-là. Non? OK. Alors, ça clôt l'audition. Nous sommes donc rendus au point 5.3, demande d'usage conditionnel pour une résidence de tourisme pour le lot 5 725 232, SI au 510 route Rousseau. Tenant compte donc que le lot 5 725 232 fait l'objet d'une demande d'usage conditionnel pour une résidence de tourisme dans la zone 77 VB située au 510 route Rousseau, considérant que les critères d'évaluation sont respectés. En conséquence, il est proposé et résolu. On va entendre ici, premièrement, les conditions émises par le CCU. Donc, les deux conditions qui ont été émises par le CCU, c'était que le nombre de chambres à coucher doit respecter la capacité de l'installation septique desservant le bâtiment, soit 2 chambres maximum, et aussi que le propriétaire de la résidence ou l'exploitant s'engage à laver les embarcations mises à la disposition des usagers et s'engage, le cas échéant, à respecter la réglementation en vigueur. Aussi, il faut rappeler que si le Conseil autorise l'usage, le Conseil va aussi autoriser le fonctionnaire désigné à délivrer le certificat d'autorisation d'un usage conditionnel pour une résidence de tourisme pour le lot 5 725 232 qui est ici au 510 route Rousseau, si et seulement si toutes les conditions prévues à la réglementation d'urbanisme et aux articles 120, 121 et 122 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme applicables selon le cas sont remplies, sous réserve du deuxième alinéa de l'article 145.35 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, si aussi toutes les conditions imposées dans la résolution du Conseil autorisent l'usage conditionnel devant être remplies, donc les deux que j'ai énumérés juste avant, au plus tard au moment de la délivrance du permis ou du certificat d'autorisation, si ces conditions sont donc remplies. Et enfin, si tous les engagements tels qu'identifiés dans les formulaires complétés pour la demande d'usage conditionnel sont satisfaits. Donc, je demande donc aux élus s'ils acquiescent à la demande d'usage conditionnel pour le lot 5 725 232. Ça prendrait donc un proposeur. Madame Sylvie Huot. Oui. Moi, d'accord? Nous sommes donc rendus au point 5.4, mésentente de voisinage. Donc, considérant que la loi prévoit que la municipalité doit nommer un inspecteur en bâtiment et en environnement, ainsi qu'un conciliateur arbitre pour les mésententes de voisinage, en conséquence, il est proposé et résolu que ce conseil nomme M. Ryan Young, qui est inspecteur en bâtiment et en environnement, conciliateur arbitre pour les mésententes de voisinage de nature agricole seulement, sur le territoire de la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban. Il est à noter que toutes les dépenses liées à cette démarche seront aux frais du demandeur. Ça prendrait donc un proposeur. Oui, Madame Martine Frenette. Oui, moi d'accord. Maintenant, nous sommes au point 6, loisirs et culture, santé et bien-être. Donc, reconnaissance de la part des personnes handicapées dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées. Donc, considérant l'importance pour le conseil municipal d'assurer aux personnes handicapées un milieu de vie de qualité, considérant que les municipalités peuvent jouer un rôle important pour lutter contre les préjugés à l'égard des personnes handicapées, considérant que 21 % de la population de 15 ans et plus au Québec a une incapacité ou plusieurs, selon l'enquête canadienne sur l'incapacité de 2022, considérant que la Semaine québécoise des personnes handicapées se déroulera du 1er au 7 juin 2024, il est donc proposé que la municipalité de Notre-Dame souligne l'apport des personnes handicapées à la vie sociale, économique et culturelle de la ville dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées. Ça prendrait donc un proposeur. Madame Ginette Bourré. Oui, moi d'accord. 6.2, demande de subvention dans le cadre du Fonds Active Saine Habitude de vie.
Donc, tenant compte, la municipalité de Notre-Dame désire bonifier son offre d'activité et faciliter l'accessibilité à la population de bouger tout en gratuité. Il est donc proposé et résolu que la municipalité de Notre-Dame de Montauban appuie les demandes d'aide financière dans le cadre du Fonds Active Saines Habitudes de vie qui a été préparé par Mme Josée Obom-Sawin, coordonnatrice au loisir, pour le projet Activons-nous ensemble. Ce projet représente une dépense totale de 1 239,90 $, dont une contribution municipale de 309,98 $ et une subvention de 929,93 $ à même le fonds actif. Ça prendrait donc un proposeur. Gauthier. Madame Guylaine Gauthier. Oui, tout le monde est d'accord? Autre sujet. Autre sujet? Nous sommes rendus. On n'a pas de lauréat. Non? Pas d'information du maire? Moi, j'en ai plusieurs. Ben, la première, c'est juste de souligner que la prochaine séance va être à Montauban-les-Mines. C'est le 13 juin, je pense. Hein? Oui. OK. Il va y avoir un avis tout fait là-dessus aussi pour Jumel. Oui. C'est beau. On va commencer par les bonnes nouvelles. Hydro-Québec, on a acheté les terrains d'Hydro-Québec. Donc, le parc des Chutes qui est enfin Notre-Dame de Montauban. C'est nous, la communauté. Donc, ce qui n'était pas le cas depuis des années, mais là, depuis dernière, 2 semaines, c'est définitivement nous. Ça fait que je pense qu'on doit se féliciter toute la communauté. Et pour ceux qui disent, ben, je vais entendre dire que, ouais, ça coûte cher, on s'endette. Tantôt, le monsieur l'a dit, on est à 0,65 $100 d'évaluation. C'est dit très faible. Non. Non? C'est ça qu'il a dit? Ah, oui. Oui, il l'a dit, puis quand il l'a dit, ça a fait, comme dirait l'autre, la musique à mes oreilles. Ouais. Alors que la MRC, c'était une et quelque chose. Donc, on a un taux il a dit on a un taux d'endettement faible, relativement bon. Donc, les terrains d'Hydro-Québec, je pense que c'est un super achat. L'autre bonne nouvelle, c'est, ça a passé inaperçu un peu, mais plus ou moins, c'est les fermières, on les a sorties du sous-sol de la mairie pour leur offrir un très, très beau local, là, la Caisse populaire. Là. C'est vraiment un très beau local. Je te l'ai fait un tour, puis j'ai demandé comment est-ce qu'on voulait ça. Là. Parfait. On les offre le local. C'est un très beau local éclairé, c'est grand, il y a de la place en masse, puis on va essayer de faire un peu d'aménagement au niveau du décor en avant, là, avec des subventions. Là. Puis j'étais content parce que les madames qui sont là, le fait c'est très ensoleillé. Puis j'ai appris dernièrement, parce que moi j'étais une ancienne infirmière, quand ma mère était blessée, j'ai fait découverte. Puis des laises, puis toutes sortes d'affaires. Puis j'ai appris que M. Carrier aussi a fait ça, à l'époque. Ça fait que tous les deux, on ira peut-être faire un tour, faire une laisse tous les deux. Donc, les fermières, c'est excellent. N'oubliez pas les élections. Oui. À l'automne, après les vacances d'été, il va y avoir. Ah, parfait. Le monde va pouvoir venir. Super. Non, c'est très, très bien. OK, n'oubliez pas les élections, c'est dimanche. De 10h à 20h. Ouais. Le conseiller numéro 2. Fait qu'oubliez pas ça. Dernier point, c'est les éoliennes. Les éoliennes, on a fait une consultation publique à Sainte-Tech. J'en parle parce que, tu sais, il n'y a pas d'éoliennes ici. Personne ne m'en parle. C'est pas un sujet qui est chaud pour l'instant. Mais un jour ou l'autre, on va avoir des éoliennes, peut-être. On va venir de demander des éoliennes, peut-être. Je ne sais pas, dans un futur quelconque, parce qu'il n'y a pas de ligne de transmission ici. Il y en a une à Sainte-Tech. Non, Saint-Hubal. Il y en a une à Rivière-à-Bière. Donc, les lignes de transmission. Je n'entends pas parler d'éoliennes, jamais. Compagnie me parle de ça. Mais j'en parle pareil parce que les gens se posent peut-être la question. Ça se pose beaucoup dans les questions là-bas. Fait qu'on a fait un règlement de contrôle intérimaire qui, après la consultation publique, on a envoyé au ministère, au MAMAC, comme on dit, au ministère des Affaires municipales. Fait qu'on va attendre le retour de ça, éventuellement. Fait que, il n'y a pas plus à dire là-dessus pour les éoliennes. Sauf qu'ici, on n'est pas nécessairement impacté par ça, mais je sais que mes collègues du côté de Saint-Séverin, Hérouville et tout ça sont assez impactés. Hein. Les citoyens sont inquiets et avec raison. Puis là, ben, d'après ce que j'ai pu voir depuis hier, le Val est rendu quasiment au Parlement, hein, au Québec. Oui, c'est ça. Fait que, bon, ça va peut-être sortir un peu de pression, on verra. On va ça là-bas. Mais je voulais vous parler des éoliennes parce que
Pour l'instant, il n'y a pas de projet d'éolienne à Notre-Dame-de-Montauvent. Oui, tranquille. Oui, c'est tout. Donc, on va avec la période de questions. Donc, une période de questions, c'est 30 minutes. Martin Lavallée. Dans le cadre du mois de l'eau, la SAMBA organise une activité de végétalisation des bandes riveraines. Je ne sais pas si la municipalité est au fait de cette situation-là. Okay. Ouais. Ça a été annoncé aujourd'hui comme quoi la mise en commande est faite. Alors, est-ce que la municipalité a l'intention de participer à l'activité? Oui, c'est Mme Bodeboncoeur qui va gérer l'événement. Oui, on avait, quand ça a été présenté aux élus, le prix d'un arbre était à 8,50 $. Maintenant, c'est baissé. Oui. Donc, mais les élus avaient permis qu'on achète un nombre donné d'arbres, une centaine. Donc, maintenant que le prix a baissé à 5,50 $, si je comprends bien, on va pouvoir en acheter plus pour le même budget et le prix de revente va probablement pour le citoyen va être de 3 $. Donc, c'est juste pour dire là, que la personne qui se procure, là, mais le tout est planifié, là, si je ne m'abuse, c'est vers le 17 juin, là, avant le 17 juin. Le plan va coûter 3 $. Oui, c'est ça. Nous, on va en acheter, mais on va faire une petite subvention. On paye la moitié, disons, pour le citoyen. C'est ça, les commandes, c'est jusqu'au 21 juin, puis la livraison, c'est le vendredi de juillet, le premier vendredi de juillet. Nous, c'est que l'Association des propriétaires du Lac-Georges, on compte y participer. On voulait savoir s'il y avait une masse critique de pouvoir peut-être avoir un lieu de dépôt à Notre-Dame plutôt que d'avoir à se déplacer à la Caussade. Parce qu'en principe, il y a 2 lieux de dépôt qui sont prévus. Okay. Alors, je vais voir si on pourrait se coordonner. Puis, si vous comptiez aussi inviter les autres associations, peut-être de faire de même. Bien, je vous invite à communiquer avec Mme Bodeboncoeur, mais oui, là, il y avait un événement qui était prévu là, pour la distribution de ces arbres-là. OK, merci beaucoup. Oui, bonjour, Jean-Pierre Soucy. Je viens vous parler du fameux règlement qui a été adopté tantôt en deuxième avis. Tantôt, vous nous avez fait part, Monsieur le maire, des gens qui étaient inquiets pour les éoliennes. Je suis content de dire que vous aviez adopté un RCI à la MRC. Lors de la consultation publique du 11 avril, il y a des citoyens ici qui étaient inquiets d'un projet de règlement qui vient changer la face de toute la municipalité. Et puis, à mon souvenir, il n'y avait pas de majorité qui était pour les mini-maisons le 11 avril. Tantôt, vous nous avez dit aussi... Majorité dans la salle. Oui, dans la salle. Puis dans les écrits, j'ai compris que c'était l'ensemble des 17 personnes qui avaient écrit qui étaient aussi en désaccord. Oui. Alors, où est la majorité des gens qui veulent ça? Bien, les 17 personnes étaient du même secteur. Il n'y a aucun autre secteur qui s'est présenté ou qui a émis quelques questions que ce soit. Donc, c'est sûr qu'on comprend au Lac-Georges que vous avez émis vos préoccupations, mais il n'y a aucun autre secteur qui a émis quelques préoccupations que ce soit. Oui, M. Soucy, je parle avec beaucoup de monde, tout le monde le sait. Je rencontre plein de monde partout, je parle avec beaucoup de monde sur différents sujets, incluant celui-là, puis les gens sont parfaitement d'accord avec ça. Vous, je comprends votre inquiétude, mais je ne la comprends pas vraiment trop tôt, mais je sais que vous avez émis votre inquiétude, mais tout le reste de la population, je n'ai pas vu personne qui était contre ça. Personne, okay. Personne. Ouais. Est-ce que le reste de la population le sait? Ben, c'est quoi? Ben, ce que vous êtes en train de faire? Ben, c'est ce que je viens de dire. J'ai parlé de ce règlement-là avec les citoyens. Ils sont d'accord. Les citoyens sont d'accord. Les citoyens sont d'accord. OK. C'est bon. Ils trouvent même que c'est une bonne idée, puis en plus, ils disent qu'effectivement, ça va aider à certaines familles de pouvoir enfin s'acheter une maison. C'est plus petit, moins cher, moins dur à chauffer, etc., etc. On est dans un autre concept qu'avant. Alors ça, c'était des grosses maisons. C'était le fun, mais ça, c'est des maisons plus petites. Nicole Ruet du secteur Montauban. Oui. OK. Je veux savoir, quand on vous envoie un formulaire de plainte écrite, oui, on a-tu un suivi? Parce que moi, j'ai fait une plainte. Mais vous, c'est les chats, je pense. Ben, le SPCA. Le SPA. SPA. Oui. Puis, j'ai pas eu de suivi. C'est une plainte que j'ai datée du 20 mars, que j'ai été portée au bureau municipal le 21 mars. J'ai pas eu de... Je sais même pas si ma plainte est recevable ou pas. Non, la procédure, c'est automatique. On prend la plainte. Okay? On la transmet immédiatement à la SPA. Ce que j'ai cru voir, la majorité du temps, la SPA se présente ici
à l'intérieur d'une coupe d'heure, ils ramassent des choix amplement. On a eu un rapport d'ailleurs là-dessus. Non, vous confondez deux choses. Oui, OK. Moi, c'était pas pour des chats, c'était pour des chiens. Ah. Puis la plainte que j'ai faite, c'est parce que moi, quand j'ai communiqué avec la SPCA à quelques reprises, ils rappellent 2-3 jours après, puis en tout cas, bon. Finalement, j'avais pas eu de service, puis je vous avais appelé Oui. la journée même, puis vous m'avez dit que vous vous en occupiez. Oui. Sauf que ça, c'est arrivé l'automne passé. Vous m'avez jamais mentionné qu'il y avait un formulaire OK. de plainte écrite. Et quand j'ai assisté à une réunion ici, puis que j'ai pris connaissance de tout ça, j'ai fait une plainte écrite. Ben, je vais personnellement regarder ça. Puis je vais personnellement vous appeler. Parfait. J'attends vos nouvelles. Merci. Et si je ne vous appelle pas, appelez-moi. Pas de problème. Ouais. Donc, prise 2. Mon nom est Stéphanie Marino, citoyenne de Notre-Dame de Montauban depuis 2021. Je vais lire mon texte et ensuite on pourra peut-être échanger à ce sujet. Oui. Ouais, ça, les textes, on n'aime pas bien ça. Ben, écoute, c'est dur. Mais non, votre texte? Non, il n'est pas long. Parce que nous autres, on est dans une période de questions. OK. Parce que Ben, il devrait y avoir une question. Oui, il y a des questions. Les préambules, on ne prend pas ça. OK, bon, on va y aller direct d'abord. Ouais. Excellent. La MRC de Mekinac va prochainement adopter un RCI qui s'appelle un règlement de contrôle intérimaire. Ben, attends une minute. Là, il est au MAMARCH, au ministère. Si MAMARCH n'est pas d'accord avec ça, on ne pourra pas rien accepter. Oui, exactement. Ouais. Mais mettons qu'il est accepté de cette OK. façon-là. OK. Ça délimite à 600 mètres une éolienne de 200 mètres de haut avec 7 MW de kilowattheure en zone agricole et de 750 mètres d'un lac. Ici, on est vraiment dans la villégiature et tout ça. Les municipalités ont le droit de mettre une réglementation qui est plus sévère pour protéger les citoyens, pour appliquer le principe de précaution. Donc, vous avez sûrement vu justement dans tous les médias tout ce qui se passe présentement. Je pense qu'on peut peut-être prévenir au lieu de subir, comme les autres municipalités sont faites présentement. J'aimerais savoir si le RCI est adopté de cette façon-là. Est-ce que la municipalité de Notre-Dame de Montauban a l'intention de mettre un règlement plus sévère au niveau des distances séparatrices? Ça sera à vérifier, madame, parce qu'on n'est pas rendu là du tout. On va commencer par prendre connaissance du dernier RCI qui va sortir du MAMARCH. Puis après ça, lorsqu'il sera officialisé à la MRC, sera déposé, à ce moment-là, nous, on aura l'opportunité de prendre le même RCI ou faire un RCI, pas un RCI, parce que là, ça va être un nouveau règlement qu'on pourra adopter ici, avec des conseillers, modifié ou le même. Les deux, ça va dépendre de l'analyse qu'on va faire. D'accord. Donc, quand il sera sur la table de vous, le maire et des conseillers, est-ce que vous allez consulter la population pour connaître leur avis à ce sujet-là au niveau des distances séparatrices qui va toucher notre territoire? Non, on n'est pas là. Puis, ma dernière question concerne les lettres d'appui demandées qu'on a vues en entrée de jeu tout à l'heure. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il en advient. C'est ma nouvelle... lettre d'appui à l'UPA et ainsi qu'aux citoyens, tout ça. Ben, les membres du conseil ont pris connaissance de l'entièreté de la correspondance, mais ils n'ont pas jugé bon de faire une lettre d'appui. Ils trouvaient que leur voix avait été représentée par les résolutions qui avaient été adoptées par la MRC directement. Donc, il n'était pas judicieux d'appuyer d'une façon supplémentaire au nom de la municipalité de Notre-Dame de Montauban. Ben, ils ont jugé que le fait que la MRC ait pris position, ils s'enlignaient avec cette position-là. Parfait, merci. Bonjour, Sophie Lavigne, résidente au Lac-Georges. Alors, j'aimerais vous expliquer ma situation. Moi, j'ai acheté il y a 3 ans. J'avais une résidence à ma gauche qui fait de la location à court terme. Les 2 terrains à ma droite ont été vendus. Et présentement, ils sont en train de faire des excavations. Alors, à mon avis, ils avaient demandé la possibilité, eux aussi, de faire de la location à court terme. Et puis, je ne sais pas maintenant s'ils vont pouvoir le faire, mais là, ils vont construire 2 chalets. Alors, ils avaient fait une demande de dérogation pour construire plus petit. Alors là, ce que je comprends, c'est qu'avec la nouvelle réglementation, ça va être possible pour eux de construire 2 mini-chalets à côté de moi qui seront en location à court terme.
En fait, le règlement n'est pas encore adopté, donc ils ne peuvent pas encore construire à 37 mètres carrés. Donc ça, il faut suivre la procédure. On a adopté le deuxième projet. On n'est pas rendu encore. Là, la prochaine étape, c'est l'avis d'approbation référendaire. De l'autre côté, oui, il y avait quelques dossiers qui ont comme chevauché le processus réglementaire par rapport aux usages conditionnels pour les résidences de tourisme. Je pense que les résidences, je ne peux confirmer, mais je vous invite à communiquer avec la municipalité parce que je pense qu'il y a certains terrains comme ça qui n'ont pas nécessairement reçu leur droit acquis. J'ai communiqué avec la municipalité, puis j'ai jamais eu de réponse. Ben, vous m'appellerez, OK, mais la lettre, je vous l'avais adressée. Alors, moi, ma préoccupation... Mais je dois vous répondre toutefois que c'est tout récemment que nous avons reçu, là, au niveau de ces... Si oui ou non, il y avait droit acquis, l'avis de nos procureurs à cet effet-là. Peut-être que vous avez communiqué avec moi avant que j'aie l'opinion des procureurs. Alors, mais d'après moi, étant donné là, que l'excavation a commencé, tout ça, ils vont construire, bon, éventuellement. Alors, qu'il y ait le permis ou pas, c'est dans leurs intentions de louer ou pas. Alors, je me demandais, on le voit déjà à Notre-Dame-de-Montauban qu'il y a eu une construction et qu'il y a de la location qui se fait sans permis. Alors, vous comprenez ma situation, là, ça va être quoi, là, moi, là, mes possibilités avec vous, la ville, là, comment vous allez régler ça? Puis moi, le fait que vous permettiez là, des mini-maisons, nous, quand on a construit au Lac-Georges, il y avait quand même des dimensions qui devaient être respectées. Puis quand j'ai acheté, ben là, il y avait des terrains à côté de moi qui étaient libres, mais là, me retrouver avec des mini-maisons qui possiblement seront en location avec ou sans permis. Je me demande de quelle façon la municipalité là, peut, moi, me protéger aussi mes autres voisins. Ouais. Parce que ma valeur de la maison, là, moi, elle vient de... Vous comprenez? Quand il y a une faute au niveau des règlements, c'est l'inspecteur qu'il faut qu'il voit ça. Alors, il ne peut pas cogner à toutes les portes pour aller voir si c'est en location pour. Mais je pense que s'il y a de l'information de la population et le fait que ça pourra peut-être être loué illégalement, il y a un formulaire de plainte pour ça qu'on peut recevoir au bureau. L'inspecteur va y voir si c'est loué ou pas. Il peut mettre un avis d'infraction. Simplement. En tout cas, c'est juste que moi, le règlement pour les mini-maisons, si on avait pu exclure certaines zones, ou comme il y avait un monsieur qui avait suggéré aussi, quand il y a des zones que c'est construit plus de 50%, ne pas installer des mini-maisons à côté de chez soi. Je pense que ça aurait pu être... retenu, ce facteur-là. Moi, je suis déçue que ça soit, disons, sur tout le territoire, là. Je pense qu'il faut faire attention aussi à ceux qui sont déjà construits et qui sont là présentement. Merci. Rouben Michéa. Tout à l'heure, je pense que de façon involontaire, je vous ai froissé. Non, c'est beau. Je vous connais bien. Puis, mais j'ai des intérêts, monsieur. J'ai des intérêts. Mon intérêt, c'est une communauté forte, oui, positive et transparente. Et vous, monsieur Marcel Picard, vous avez aussi des intérêts qui sont pas mal les mêmes que les miens. Oui. Alors, je ne voulais pas imputer des intérêts ailleurs. Là, c'est clair et net. Okay. Première chose. Ouais. Deuxième chose. On a parlé tout à l'heure de quelque chose qui touche un peu, toucher mon domaine de compétences, que c'est mes ententes de voisinage. Il y a un organisme qui s'appelle Equijustice. Madame Bonnen a parlé des ententes par rapport à agricole, non agricole, on a fait de même, là. Mais on sait que dans des communautés comme les nôtres, il y a toujours des mésententes. Alors peut-être ça serait intéressant de faire un peu de publicité pour cet organisme communautaire qui s'appelle Equijustice et qui offre la médiation communautaire, ça veut dire la médiation entre voisins si jamais il y a quelques difficultés. D'ailleurs, au Lac-Georges, on en a eu quelques-unes et on aurait bien aimé avoir un certain appui à ce niveau-là. Deuxième chose. Troisième chose, concernant les éoliennes. Monsieur Picard, c'est vrai que nous ne sommes pas touchés par les éoliennes, mais c'est un enjeu beaucoup plus global que Notre-Dame-de-Montauban.
c'est un enjeu qui touche quelque chose d'essentiel pour le Québec, que c'est la dénationalisation de l'électricité et la dépositer entre les mains d'organismes à but très lucratif pour qu'ils produisent ça. De façon, je l'ai déjà fait, vous avez été, faire appel aux élus de prendre des décisions conscientes que l'enjeu, ça va au-delà du petit terroir où on est. Ça va plus loin que ça. En plus que Monsieur Éric Gauthier, qui est celui qui chapeaute le projet TES Canada, a déclaré très clairement « Je suis là pour faire de l'argent ». Alors, s'il a dit ça, ma question c'est, il va faire de l'argent avec notre vent, avec nos routes, avec notre volonté. Est-ce que je vais avoir un ristourne quelconque? Ça veut dire, vous êtes présentement préfet suppléant à la MRC. Alors, cela veut dire peut-être faire un appel à leur responsabilité collective pour dire, si vous gagnez de l'argent avec nous autres, fournissez donc un montant d'argent aussi pour nos communautés. Okay? Derrière TES Canada, il y a des compagnies qui ont pas mal de choses à se faire pardonner. Alors, entendons-nous là. C'est un peu ça mon observation. Merci beaucoup. Julie Paquin. Oui. Moi, c'est concernant l'affichage du prix de l'essence. Ça fait plus qu'1 an que le panneau est pas affiché, là. Est-ce qu'il y a des démarches de fait? Oui, ça fait plus qu'une fois que je contacte Daktronics, qui est vendeur de la pièce. J'ai envoyé ma visa, j'ai tout fait les étapes. On ne reçoit pas la pièce. Donc, oui, je vais relancer encore une fois, mais oui, c'est pas la première fois que j'essaie de commander la pièce, puis je suis pas capable d'accéder à la pièce pour la changer. Puis il y a juste cette compagnie-là qui... Ben, c'est le fabricant de cette pièce-là, là. Fait que s'ils veulent pas me l'empêcher... C'est aux États-Unis, là. Fait qu'on appelle aux États-Unis... C'est ça. Mais je prends note, oui, je vais recontacter. OK. Oui, oui. Deuxièmement, je ne dois pas être la seule que l'hiver, on quitte. Puis on aime suivre le conseil. Les micros, je vais me garder une petite gêne, là, mais c'est pas terrible. C'est très difficile. Je ne sais pas si vous avez dû remarquer tantôt, là, le monsieur qui était... aux îles Moukmouk, qui nous a présenté, on l'entendait très, très bien. Mais vous, on ne vous entend pas. Ce serait peut-être bien que les élus aient chacun un micro sur les tables. Fait que quand ils ont un commentaire, ben, ça va être plus facile de les entendre. Mais le micro, là, non. C'est zéro pin bar. Ben, c'est qu'on a on a un projet qui a été élaboré par Mme Vaudeboncoeur pour faire l'achat du matériel, mais c'est ça, tenant compte de différents rentrées et sorties, là, on s'assurait d'être bien positionné dans nos... donc, l'année financière 2023 a été un peu plus demandante que d'autres années, donc on doit s'assurer aussi d'avoir les sommes pour rencontrer nos... Donc, le projet, on espère être en mesure de l'actualiser dans les meilleurs délais pour avoir l'équipement là, qui soit adéquat pour que tout le monde entende bien les séances. C'est le but. Ça va être apprécié. Oui, merci. Martin Lavallée, une question concernant le projet de loi 16 qui modifiait la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Dans le fond, 1 an après cette sanction-là, les municipalités doivent avoir formé obligatoirement tous les membres de leur CCU. Alors, est-ce que la municipalité a l'intention d'offrir la formation obligatoire au coût de 160 $ que la FQM offre? Oui, on attendait juste la fin du processus électoral parce qu'on s'est dit si les membres du conseil vont regarder là, les intérêts de ce nouvel élu-là et en fonction de ses intérêts, si la personne siège sur le CCU ou sur le CCE ou peu importe, mais elle va devoir être formée. On attendait ça pour former tous les intéressants en même temps, mais chaque membre du CCU va recevoir la formation. Excellent, merci. Lionel Bonhomé. Concernant la politique de gestion des plaintes, pouvez-vous nous dire si l'inspecteur municipal a terminé son rapport relativement à la plainte publique du 12 octobre, c'est-à-dire il y a 7 mois,
concernant la maison Écrapou et enterrée sur la propriété du conseiller siège 4, alors qu'il était en procédure de demande de dérogation pour déplacer un chemin à l'endroit de la dite maison Écrapou et enterrée. Écrapou? Écrapouti, écrasé. Okay. Non, ben, la réponse est non. Je ne peux pas vous dire la réponse maintenant. L'inspecteur est encore sous enquête. Là, donc, 7 mois pour faire un rapport, pour savoir... J'aurais une question à vous poser. Non, vous ne posez pas les questions, vous écoutez les réseaux, j'ai le droit vous de poser des répondez. questions. Ah ouais. J'aurais une question à vous poser, ça m'intrigue tout le temps, c'est que quand vous posez des questions, vous lisez tout le temps sur votre cellulaire maintenant. Pourquoi vous lisez ça sur le Et cellulaire? alors? Je ne comprends pas, je pourrais avoir une feuille, mais je pourrais avoir tout dans ma tête, mais, Non, je ne suis comprends pas assez brillant pour ça, monsieur le Vous êtes maire. toujours en train de lire dans votre Je ne suis pas, Non, ça, c'est une question comme ça. je ne suis pas assez brillant pour ça, je vous réponds, je ne suis pas assez C'était brillant. juste une question comme ça. OK. Ben, la réponse, dans le fond, c'était non. Alors, on aurait dit que c'est quelqu'un qui vous envoie des messages, je crois, c'est curieux, c'est assez bizarre. Ouais. Mais c'est bon. Non, parce que vous lisez tout le temps votre cellulaire. C'est ça drôle parce que des gens... Non, juste parce que je suis curieux de nature. Parce que les gens posent des questions, comme la dame va poser des questions. Et vous, ben, vous lisez tout le temps une question. On dit, c'est juste curieux, je suis une personne curieuse. OK, allez-y, madame. Votre nom. Mon nom, c'est Stéphanie Marino. Baissez le micro, Oh, merde. C'est pour ça que je l'ai pas pris. Non, mais c'est celui-là qui fonctionne. C'est important que ce soit celui-là, parce que sinon, on ne vous entendra pas. Non. Je me demandais, je reviens au niveau du règlement de contrôle intérimaire. Oui. On dit 2000 mètres d'une zone urbaine. Est-ce que zone urbaine, on entend Notre-Dame-de-Montauban et on entend Montauban-des-Mines, ou il n'y a pas assez d'habitants dans un et dans l'autre, ou ça va être... Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Ben, dans les deux cas, il y a un périmètre urbain. Oui. Donc, dans les Donc, deux cas... sur la carte, si vous allez voir la carte de la MRC, là, vous allez voir qu'il y a un périmètre qu'on désigne périmètre urbain dans donc, les deux secteurs. ont 2000 mètres. Merci. Nouveau Lionel Bonhomet. Concernant les séances, l'enregistrement des séances, oui. J'ai dépanné la municipalité parce que j'enregistre moi-même les séances. Oui, ça a été souligné d'ailleurs. J'ai dépanné la municipalité à l'avant-dernière séance parce que vous avez eu un bris technique. Oui. Et on entendait beaucoup mieux avec mon enregistrement, qui est sur le Facebook Tribune Montauban. Je me permets une petite publicité. Nous, on a des cellulaires aussi. On enregistre en même temps. Ah oui, ben, oui. Bravo. Merci. Alors, à la dernière séance, vous m'avez cloué au pilori parce que j'enregistrais en prétendant que c'était contre le règlement. Non, laissez-moi terminer, monsieur le maire. Vous êtes en train de m'accuser. Non, alors que je n'ai fait que faire respecter la réglementation concernant les séances. Hein, concernant la séance? Ah oui, c'est très important. C'est quel règlement? Règlement de régie interne? C'est faux ce que vous dites, monsieur le maire. C'est le règlement numéro 2023-402 que vous n'avez pas respecté, monsieur Bonnet. 2023-402. Bon. Il n'est pas à jour sur le site. Ah, bon, il n'est pas à jour sur le site de la municipalité. Merci, monsieur l'ancien conseiller. Merci, monsieur Lavallée, d'apporter des précisions. Il n'y a rien d'à jour sur votre site Internet. Oh, vous perdez des informations, comme j'ai déjà souligné. Bon, OK, c'est beau. Là. Alors, non, c'est votre commentaire, mais je pense que nous, le conseil, on n'accepte pas, comme vous dit, on n'accepte pas le dénigrement des conseillers. C'est pas un dénigrement, c'est la réalité. Donc, si vous dites qu'il n'y a rien à jour, ça veut dire qu'il n'y a rien à jour. Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul document qui est à jour. Ce qui est totalement faux. Il y a des pertes de documents, des documents qui il y a des pertes de documents. Je l'ai souligné à la dernière séance. Monsieur Bonhomet, c'est beau. Parfait, on a entendu vos commentaires. Alors, concernant, c'est un rapport avec le 4 points, contrat de déneigement. Bon, j'ai bien compris qu'il va y avoir des suites, mais c'est une nouvelle entreprise qui a déneigé. Et j'ai noté, il y a beaucoup de personnes qui ont noté ça aussi, là, un débris au niveau du déneigement. Je voudrais savoir si les réparations des bris de déneigement étaient inclus dans le contrat de déneigement.
Oui, et c'est pour ça là, que j'ai bien pris la peine de préciser là, que le dernier paiement, là, il est conditionnel à ce que l'ensemble des réparations, s'il y a lieu, soient faites à la satisfaction du responsable des travaux publics qui représente le conseil municipal sur le terrain. Est-ce que le responsable des travaux publics, il a la liste de tous les bris? Je ne suis pas sûr qu'il ait connaissance de tous les bris. Est-ce que les gens peuvent rappeler ces bris-là? Là? Ce matin, je suis allé à des places et puis on m'a mentionné des bris. Alors, est-ce que je peux, monsieur? Oui, allez-y, Mme Gauthier. Pouvez-vous remercier parce que là, les gens quittent. Okay. Parce que là, la salle se vide, puis on n'a pas le temps de leur dire au revoir. Bon. Merci. Dire au revoir. Parce que les gens... Et alors, ben, ils ont le droit de quitter, les gens? Oui. Et alors? On ne peut pas leur dire bonjour quand ils partent. Bon, ben, c'est quoi là, la période de questions termine dans 3 minutes. Je vois pas pourquoi. Non, vous devriez abréger la séance à cause que des gens quittent. Là. Posez vos questions, M. Bonhomme. Allez-y. Quoi, ce truc? J'aimerais savoir quelle est la raison pour laquelle le changement de nom de la politique d'entretien des chemins privés et des chemins sur les terres publiques a changé pour politique d'aide financière pour l'entretien des chemins privés et des chemins sur terre publiques. Ben, c'est suite à la rencontre qu'on avait tenue là, cet hiver. Donc, il semblait y avoir une certaine incompréhension là, des citoyens. Donc, les élus ont jugé bon de rajouter d'aide financière pour bien là, exprimer le but de la politique. OK. Donc, la politique, donc, on aide pour les chemins privés et les chemins sur les terres publiques. Oui. L'argent de tous les contribuables. Là, je vais demander aux citoyens s'il y a d'autres citoyens qui veulent poser des questions. J'en vois pas en arrière de moi. Ça va être court. Juste une clarification, c'est pour Madame Bonnet, tout à l'heure, vous avez dit qu'on n'avait pas pris en considération concernant les règlements sur la réduction de la taille des maisons, parce qu'il y avait davantage de résidents du Lac-Georges. Et je trouve que... C'est pas ça que vous avez dit? Alors, j'ai compris mal encore. Vous répétez-moi, s'il vous plaît. Ben, j'ai clarifié que seul le Lac-Georges avait émis ses préoccupations. Aucun autre... il y a 17 personnes du Lac-Georges qui ont émis leurs préoccupations, mais seul le Lac-Georges a émis, ou des citoyens du Lac-Georges ont émis quelques préoccupations que ce soit. On n'a pas reçu aucun autre écrit d'aucune autre portion. Parce que je ne veux pas non plus qu'on se sente un peu comme en différence. Si le Lac-Georges participe, c'est parce qu'il est intéressé à la vie municipale. S'il y en a d'autres qui ne viennent pas, tant pis. Oui. C'est ça que je veux clarifier. Oui. Monsieur Bonhomet, excusez-moi. Madame Bonhomet, non, je suis derrière. Là. Non, désolé, la dame avait juste à se questions. Il faut donner la chance à d'autres personnes. La dame est prête à attendre. Ah ouais? OK, c'est beau. Ah ouais, ben oui, c'est chacun son tour, la queue leu, hein? Ben, pas tout à fait. Alors, j'aimerais savoir, par rapport au terrain de Canaprime, il y a 2 coolbox, là, des coolbox qui sont des boîtes, des containers habitables qui sont là. Ouais. Comment que c'est régi, ça, ces habitations dans des containers? Je ne comprends pas votre question. Comment c'est régi? C'est quoi les règlements, là? Les règlements municipaux? Oui, comment que ça se passe pour ces... Il me semble que déjà des containers, c'est juste en zone industrielle, mais pour habiter des containers, comment que ça se passe? Pour faire une demande? Ça, c'est pas résidentiel, c'est commercial. Là. Mais vas-y. Ben, c'est ça, c'est parce que c'est une utilisation commerciale. Donc, eux ont fait une demande de permis, mais c'est pour un usage commercial. Les containers ne sont pas sur les terrains résidentiels, mais ils sont autorisés sur d'autres types de terrains. Pour des containers résidentiels, c'est ça? Non, c'est mélangeant, ces termes-là. Vous parlez de containers ou vous parlez de... Oui, des coolbox, là, c'est des habitations qui sont dans les containers. Ben, ouais, ça, la coolbox, c'est une marque, là, mais c'est pas une maison. Celle-là, mais c'est une maison dans une container, avec des toilettes, salle de bain. OK. C'est de ça que vous parlez, non pas des conteneurs. Non, c'est des maisons containers. Mais c'est pas une maison en ce moment, c'est utilisé à des fins commerciales. Donc, ils ont reçu un permis en bonne et due forme de la municipalité pour installer ces deux choses-là sur leur terrain à des fins commerciales. Mais pour habiter? Pour loger dedans? C'est des logements? Ben, c'est habitable.
C'est habitable, là? Ça fait que n'importe quelle compagnie, elle peut habiter. Je ne sais pas s'il y a des gens qui habitent là-dedans ou pas. Moi, j'en vois Ça pas. serait à valider. On va vérifier le tout parce que vous pensez que c'est habité comme une maison. C'est ce qu'on m'a dit. Ah, OK. J'ai posé la question. Je pose la question par rapport à une personne qui m'a demandé de poser la question. Okay. J'ai le droit de poser des questions. C'est beau. Intéressant. Parfait, intéressant. Madame. Sophie Lavigne, Lac-Georges. Oui, on est 17 personnes au Lac-Georges à vous avoir écrit, puis c'est parce qu'on est préoccupé. Le Lac-Georges est particulier, c'est un lac de tête. Il y a un développement possible au niveau de la montagne, ce qu'on trouve peut-être pas aux autres lacs de Notre-Dame de Montauban. C'est pour ça que les gens du Lac-Georges se mobilisent et on vous demande de nous écouter. S'il y avait possibilité d'exclure notre zone, ça serait apprécié. C'est la qualité de l'eau de notre lac qui est en jeu et je ne suis pas contre les mini-maisons ou tout ça, je comprends ces besoins-là. Mais là, s'il y a un développement dans la montagne, ça ne fonctionnera pas. C'est notre lac qui va périr. Alors, en tout cas, je vous demande là, de nous écouter. On est 17 personnes, vous avez dit, qu'on a pris la peine de vous écrire pour nos préoccupations. Le Lac-Georges, c'est le Lac-Georges. Je ne connais pas beaucoup les autres lacs de Notre-Dame de Montauban, mais on a une particularité présentement, puis il y a des grandes zones de terrain qui sont à vendre. Et puis, ça peut être problématique pour nous. C'est pas un lac qui est très profond. Déjà, il est très chaud l'été. Alors, il faudrait pas toucher à nos sources que l'on a. Puis, on l'a vu là, dernièrement avec les terrains qui ont été vendus près du lac, dont il y a des développements. Les gens ne font pas par exprès quand ils font de l'excavation, coupent des arbres, des choses comme ça, mais des fois, ils connaissent pas la réglementation, puis ils affectent les cours d'eau, puis... bon, vous allez me dire, vous avez juste à faire des plaintes, mais non, là, écoutez, là, souvent quand on s'aperçoit des dommages qui ont été faits dans la nature, c'est trop tard, là. Alors, s'il vous plaît, oui, peut-être qu'il y a eu des copier-coller là, dans les lettres, mais on est plusieurs personnes à vouloir se mobiliser et à dire qu'on veut que notre zone soit exclue de ce nouveau règlement-là, parce que le Lac-Georges est particulier. C'est un lac de tête qui n'est pas très profond, on doit le protéger. D'accord? Donc, ça met un terme à la période de questions. Merci beaucoup, madame. Oui. Oui. Donc, les sujets à l'ordre du jour ayant tous été épuisés, ça prendrait donc un proposeur pour lever l'Assemblée. Madame Martine Frenette. Okay. Tout le monde est d'accord? L'Assemblée est donc levée à 20h44. Ça peut être facile avec le son, hein,